On va s'intéresser à de la bande dessinée aujourd'hui avec un projet qui est jusqu'au 5 février 2018 sur la plateforme Ulule, c'est-à-dire que vous pouvez participer à ce projet. C'est un projet qui a une histoire et on va en parler avec l'auteur de ce projet, Laurent Surac. Bonjour Laurent. Bonjour Xavier. Alors avant de parler de la prophétie des prophéties Halloween sur Ulule, on va s'intéresser un peu à vous. C'est pas votre projet. Vous travaillez pour les éditions Soleil. Derrière Laurent Surac, il y a La Geste du Chevalier Dragon, au moins un tome, mais aussi L'Assassin Royal, Les Racines de l'Ordre Noir et encore plein de choses comme Éric le Rouge. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous? Oui, effectivement, j'ai pas mal bossé pour les éditions Soleil puisque j'ai commis 11 albums chez eux, ce qui commence à faire pas mal, on va dire, et où j'ai travaillé finalement en tant que dessinateur exclusivement pour les éditions Soleil. J'ai signé chez eux autour des 2005 si j'ai bonne mémoire, et en fait après avoir en fait commis les 3 premiers tomes des prophéties Halloween justement. Donc une fois que j'ai eu fini ces 3 premiers tomes, j'ai basculé aux éditions Soleil sur un premier projet qui s'appelait Les Princes d'Arclan avec Jean-Charles Gaudin au scénario. On a fait une histoire complète en 4 albums, et puis après, de fil en aiguille, effectivement, j'ai basculé sur La Geste des Chevaliers Dragons avec le tome 6. Puis c'est enchaîné très rapidement, effectivement, L'Assassin Royal, euh, Viking, donc Les Racines de l'Ordre Noir, Éric le Rouge. Et puis en parallèle, en fait, depuis La Geste des Chevaliers Dragons, en fait, en parallèle, je montais un projet un peu plus personnel qui s'appelait et qui s'appelle toujours Arélaté, qui est le nom de la ville d'Arles, en fait, le nom antique de la ville d'Arles, que je coécris avec un archéologue du musée de l'Arles antique. Et c'est un projet là que j'ai développé, que j'avais proposé à pas mal d'éditeurs, qui a été plus ou moins refusé un peu de partout, qui avait fait son petit nid, on va dire, chez un petit éditeur qui s'appelait Cléopas, qui a fait faillite, et à la sortie du tome 3. Alors ce n'est pas notre faute, loin s'en faut, puisque ça faisait partie des rares séries qui avaient plutôt pas mal marché, on va dire, chez eux. Et donc du coup, à la fin, après ce tome 3 et donc après la faillite de Cléopas, j'ai pu récupérer mes droits. Et je me suis lancé finalement dans une sorte d'auto-édition avec l'association Sambule, qui a pu m'éditer finalement, avec laquelle j'ai pu rééditer les 3 premiers tomes d'Arrêt et via du crowdfunding, en fait, éditer le tome 4 d'Arrêt. Et actuellement, on en est au tome 6, qui boucle un second cycle, en fait. Et j'ai profité finalement du succès d'Arrêt qui m'a permis une certaine liberté, on va dire, de l'association Sambule, qui me permet aussi cette liberté, de pouvoir enfin rééditer les 3 premiers tomes des prophéties Halloween et du tome 4 qui était resté en fait à l'époque dans mes cartons. Voilà. Vous avez une formation de dessinateur? Oui, technique, on va dire, puisque j'ai fait un bac E, donc c'est un bac scientifique technique, mais j'ai pas forcément de formation en tant que dessinateur artistique. J'ai fait un peu des beaux-arts, mais on est en général plus autodidacte aux beaux-arts, donc en fait je suis vraiment autodidacte en fait. Les projets crowdfunding, on en parle de plus en plus pour ce qui touche la bande dessinée. Est-ce que c'est un moyen détourné de faire parvenir ces projets à terme? Je pense que oui, effectivement, parce effectivement, il y a pas mal de collègues qui sont en train d'emboîter mon pas. J'ai pas été le premier, je serai sûrement pas le dernier, effectivement. Beaucoup de projets, en fait, j'aurais tendance à dire, qui rentrent pas forcément dans des cases des gros éditeurs. Et pas mal de projets également qui pourraient se faire éventuellement chez des petits éditeurs dans des conditions qui sont pas forcément très très, on va dire, reluisantes. Allez. Donc c'est vrai que finalement, c'est pas plus mal finalement de s'auto-éditer avec le soutien effectivement de nos lecteurs, hein, puisque finalement pas mal de collègues réalisent que il y a besoin que de deux choses en fait, hein, dans la bande dessinée, des créateurs et puis des lecteurs, et entre les deux, on va dire, ce sont que des intermédiaires qui sont plus ou moins dispensables. Et comme l'a très bien dit un éditeur, à un moment ou à un autre, effectivement, pour beaucoup d'auteurs, il va falloir éventuellement avoir une deuxième activité, une
deuxième profession à côté, faire éditeur, ça peut faire partie des propositions de second métier, on va dire. Donc c'est vrai que c'est pour beaucoup le crowdfunding permet une certaine liberté, effectivement, pour développer des projets des fois un peu plus personnels, un peu plus peut-être difficiles, ou alors en ce qui me concerne, moi ce sont des projets, je trouve, relativement grand public, mais des projets qui n'avaient pas été forcément validés par des éditeurs en place, donc oui, c'est plus une liberté qu'autre chose. Si on veut parler de votre style, on s'aperçoit que Prince d'Arclan, Chevalier Dragon, Assassin Royal, Viking, Éric le Rouge, on touche beaucoup à de la fantasy, du fantastique. Il y a des épées, des armures, des combats. C'est un peu un genre privilégié que vous avez? Alors oui, j'aurais tendance à dire au début de ma carrière, hein, sauf qu'à partir de Viking, en fait, on commence à rentrer, et, Viking et les Racines de l'Ordre Noir sont deux albums qui se passent en 911, on va dire, donc au temps des Vikings, sont des albums qui sont très documentés. Les Racines de l'Ordre Noir ont fait le grand écart entre donc 911, le traité de Saint-Leu, et 1944, et ça se passe à Rouen, donc juste après le bombardement de la cathédrale de Rouen, par exemple. Donc là, pour le coup, sont quatre albums qui sont quand même très historiques. Arrêlaté, c'est pareil. Donc ça se passe au 1er siècle après Jésus-Christ, dans une cité gallo-romaine. Donc là aussi, on est complètement dans de l'historique. Après, effectivement, sont dans tous les cas des albums où on est plutôt en costume, on va dire, où il y a plus de chevaux que de voitures. Donc, et effectivement, des glaives, des sabres, plus que des téléphones portables. Je dois bien le reconnaître, effectivement, parce que quelque part, peut-être que ça m'attire plus, effectivement. En tout cas, j'ai pas forcément d'appétence pour aller dessiner des voitures. Donc voilà. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous savez de quoi vous parlez, c'est-à-dire que quand vous dessinez un roman qui touche à l'histoire, vous vous renseignez avant. Ah, c'est quasiment obligatoire. Donc, alors en l'occurrence, par exemple, les deux albums que j'ai réalisés sur la période Viking, alors même si je ne suis pas scénariste, il a fallu quand même que je me documente pas mal pour savoir ce que j'avais à dessiner, que ce soit donc un bateau Viking, un drakkar, ou même la manière dont ils étaient habillés. On va parler d'épées, mais ce sont pas du tout les mêmes épées que si je dessine des glaives antiques. Donc forcément, mécaniquement, on est obligé d'aller faire des recherches et de devenir relativement très pointu sur un sujet en particulier. Là, je pense par exemple à Arrêlaté. Pour le coup, effectivement, là, je suis en plus scénariste. Forcément, je vais parler de gladiature, donc je deviens quelque part un expert, on va dire, dans ce domaine-là. Il y a des gens qui sont un peu plus capés que moi là-dessus, mais je commence à plutôt toucher ma bille, on va dire, là-dessus, parce que si on veut si on veut retranscrire de manière réaliste et de manière crédible quelque chose, il faut quand même un minimum le maîtriser, surtout quand on est sur de l'historique. Quand on est sur de la fantasy ou sur de la SF, on peut se permettre d'être beaucoup plus évasif sur certaines choses. Et puis effectivement, ça fait partie du thème, la fantasy, donc on peut un peu plus se lâcher. Quand on est sur de l'historique, il vaut mieux quand même, surtout sur des périodes particulières ou sur des faits particuliers, être assez pointu dessus, effectivement. On va s'intéresser maintenant à ces prophéties Elwyn. On va peut-être commencer par le début. C'est un projet qui a vu 3 tomes et qui n'a pas pu voir une fin. C'est ça. Alors la fin a été dessinée à l'époque, en fait, hein, avant de basculer aux éditions Soleil, en fait, donc sur le premier tome des Princes d'Arclan. Le tome 4 des prophéties Elwyn était dessiné. Sauf qu'effectivement, il n'a jamais été publié par l'éditeur de l'époque, suite à un contentieux, on va dire, entre lui et moi. Et donc, effectivement, la série a dû s'arrêter de manière un peu abrupte avant sa conclusion, puisque c'était une série qui était prévue réellement en 4, et qui sera prévue en 4 dans tous les cas. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu quelques petits soucis entre nous deux, et puis au final, j'ai récupéré mes droits à la fin après publication du tome 3, l'arrêt de la commercialisation des 3 premiers tomes, et on va dire depuis une quinzaine d'années, on va dire, les 4 albums dormaient dans mes cartons en espérant une fenêtre de tir propice pour justement pouvoir les rééditer.
Et cette fenêtre propice, elle dure jusqu'au 5 février puisque vous avez décidé donc de monter cette campagne de crowdfunding qui va permettre aux gens non pas d'acquérir un tome, mais les 4 dans un seul et même écrin. Tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai pas mal tergiversé pendant ces 15 ans pour savoir comment j'allais pouvoir proposer cette conclusion. J'ai eu une proposition d'un petit éditeur, Idée Bizarre, qui justement édite des albums, des one-shots on va dire, inédits. Donc au sein d'une série qui a pu être publiée chez un autre éditeur, mais la série s'est finie abruptement comme la mienne, et en général un tome existe encore. Donc ce petit éditeur m'avait par exemple proposé de publier ce tome 4, mais je trouvais ça un peu frustrant de proposer justement une conclusion sans reproposer les 3 premiers en amont. Donc il y avait la solution de reproposer les albums dépareillés, donc un par un. Ça nécessitait un investissement financier quand même bien supérieur à l'impression d'une seule intégrale, on va dire. Beaucoup de gens, effectivement, enfin pas mal de gens attendaient cet album conclusif, mais beaucoup d'autres ne connaissaient pas la série, donc c'est vrai que j'ai pas mal tergiversé entre est-ce que je réédite les 4 albums en single ou est-ce que je les réédite sous forme d'intégrale. Au final, c'est l'intégrale qui va prévaloir parce que voilà, il y a une question de gestion de stock, il y a une question de coût d'impression, il y aura une question in fine de prix global d'achat. Un album actuellement, c'est autour des 15 €, hein, on va pas chipoter sur les quelques centimes, donc ça ferait à la louche 60 € pour acquérir la série complète. Là, on va pouvoir la proposer à 40 € sous forme d'intégrale. Donc c'est frustrant pour les gens qui avaient les 3 premiers. Mais en contrepartie, voilà, ils auront la conclusion et j'ai passé quasiment 8 mois à redessiner tout le tome 1 parce que c'était mon premier album, comme j'ai précisé précédemment, je suis autodidacte, donc il avait besoin quand même d'un sérieux lifting, on va dire. Et donc on se retrouve avec un album qui dépasse les 200 pages. Qui sera autour, oui, un peu moins de 200 pages de bande dessinée. Il y en a 190, je crois, quelque chose comme ça. J'ai plus les chiffres en tête exactement. Et il y aura pas mal d'illustrations que j'avais réalisées à l'époque, pas mal de matériel en fait, plus ou moins inédit en fait. Voilà, avec les couvertures de l'époque, avec les illustrations de pages de titres, etc. Donc je vais me retrouver avec, pas loin de 224 pages au final, dont 196, je crois, ou quasiment 200 pages de bande dessinée. Et qui dit campagne de crowdfunding dit automatiquement plein de choses, des cadeaux si on atteint la somme, différentes choses à acquérir, dont le choix entre une version couleur et une version noir et blanc. Est-ce que ça s'imposait ou c'est vraiment le petit plus ? Alors ça s'est imposé oui et non, c'est-à-dire qu'à l'époque, mon premier éditeur avait sorti donc la série en couleur, mais également la série en noir et blanc. Donc à partir du tome 3 en fait, il avait lancé une collection Encre de Chine justement pour sortir ce tome 3, donc qui était sorti avant le tome 1 et le tome 2 d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a eu d'excellents retours des lecteurs sur cette série-là. Donc là, pareil, c'est comme j'avais autant de demandes, on va dire, ou un peu moins de demandes, mais à peine sur le tome, sur la version noir et blanc. Au final, ça m'a paru naturel de proposer les deux versions et a priori, j'ai pas loin d'un tiers, il me semble, de souscripteurs qui ont opté au moins pour le tirage noir et blanc en fait. Donc c'est plutôt une bonne chose, on va dire, apparemment. Alors, la version couleur ou la version noir et blanc, pourquoi pas obtenir les deux versions pour les personnes qui seraient collectionneurs ou qui voudraient offrir une des deux versions à un ami. Après tout, on est dans la période des cadeaux. Il y a une version numérique aussi qui peut être acquise et puis il y a sûrement des croquis qui vont être proposés, plein d'autres choses. Oui,
alors je proposais effectivement des storyboards, format A5, format A3, excusez-moi. Alors c'est pas tout à fait des storyboards, ils ne sont pas encore décrayonnés, c'est entre les deux on va dire, mais c'est mon étape préparatoire en fait. J'ai proposé quelques pages aussi. Je vais proposer, dès que nous aurons franchi, j'espère, les 100%, et là ça sera pour les souscripteurs des 2 versions, un coffret offert aussi. Donc voilà, on va essayer de proposer pas mal de choses pour que finalement tout le monde s'y retrouve. Il y a également un pack d'ex-libris, 4 ex-libris donc, qui ont été spécialement réalisés pour cette campagne. Donc voilà, pas mal de propositions différentes sur 3-4 articles, on va dire, différents, puisqu'il y aura le tirage noir et blanc, le tirage couleur, les dédicaces et les ex-libris. Donc à partir de là, après on fait, j'allais dire, un peu comme au resto et on commande ce qui nous intéresse. C'est le cas pour toutes les campagnes de crowdfunding. C'est une belle campagne qui dure jusqu'au 5 février. À l'heure où on enregistre cette interview, on est déjà à 69%. C'est-à-dire que c'est un bon démarrage. Oui, parce que là, ça fait 3 semaines, un peu moins de 3 semaines que ça a été lancé, donc oui, c'est plutôt un très très bon démarrage. On veut toujours plus, hein, on va pas se le cacher, mais en même temps, c'est vrai que la somme est relativement importante pour démarrer, et donc on est a priori, moi je ne me fais pas trop de soucis. Alors je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est vrai que c'est quand même c'est un bon démarrage. Et j'espère qu'on va aller quand même un peu au-delà, quoi. C'est tout ce qu'on vous souhaite. J'avais envie de finir en vous demandant, puisque la bande dessinée a quand même cette prophétie, ces prophéties d'Halloween ont débuté il y a plus de 15 ans maintenant. Est-ce que vous avez été contacté par des gens qui auraient par exemple découvert cette BD et qui ont tellement hâte de l'avoir finie et qui ont réussi à les transmettre à une génération qui arrive peut-être? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'anciens lecteurs, hein, parce que le premier tome est sorti en janvier 2000, donc ça va faire 18 ans dans quelques jours. Donc c'est vrai qu'il y a carrément un passage, on va dire, hein. Les gens qui l'ont découvert à 25 ans, maintenant ils sont papas, ils peuvent avoir des gamins qui ont déjà 10 ou 12 ans. Moi personnellement, mes gamins ont déjà feuilleté et lu en partie les 3 premiers tomes. Donc oui, a priori, c'est aussi pour ça que je voulais proposer cette intégrale, parce que il y a forcément une nouvelle génération de lecteurs qui va la découvrir. Donc j'espère que les anciens vont continuer à la lire, et puis qu'il y aura effectivement cette nouvelle génération qui prendra le train en marche. Les prophéties Halloween, ELW2EN. Vous en saurez plus sur la page Ulule, ulule.com, prophétie Halloween. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Laurent Surac, qui travaillait ou qui travaille encore d'ailleurs pour les éditions Soleil avec des grands noms de la BD, puis des tomes et des noms d'albums qui ont fait parler d'eux, La Geste du Chevalier Dragon, pour ne citer que lui, ou même L'Assassin Royal, qui est déjà en roman une très belle série à lire et qui a été superbement mis en image par vous. L'Assassin Royal, La Geste du Chevalier Dragon et d'autres encore. Il y a un blog qui s'appelle laurentsurac.blogspot.fr. Surac, c'est SIEURAC. Et vous avez même une page Facebook. Oui, à mon nom aussi en fait. Et vous proposez régulièrement même de commander des dessins, de faire des commandes. C'est aussi quelque chose qui arrive régulièrement chez les illustrateurs maintenant. Oui, ça c'est de plus en plus. Alors ça c'est très américain, on va dire, cette façon de faire où les gens vont commander une commission en fait, hein. Et c'est vrai que ça arrive de plus en plus en Europe. Tout le monde est gagnant, j'allais dire, puisque les lecteurs peuvent avoir un dessin qui est quand même un peu moins cher qu'une planche originale quand même. Et puis c'est vrai que pour les auteurs, en plus de mettre un peu du beurre dans les épinards, j'aurais tendance à dire souvent ça permet aussi de sortir un peu de nos personnages, sortir un peu de nos pages de bande dessinée, et nous permettre parfois de dessiner Spider-Man, Superman, Batman, ou notamment on va dire, voire d'autres super-héros. Et donc ça souvent c'est assez intéressant. Donc c'est vrai que moi par exemple, en ayant fait aussi une geste des Chevaliers Dragons, j'avais été
un peu sollicité, on va dire, à l'époque pour justement ce genre de dessin sur cette série-là, par contre, effectivement. Laurent Surac, merci beaucoup. Je rappelle la page ulule.com, Prophétie Halloween, et le site de votre travail. On retrouve à peu près tout ce que vous avez fait. laurentsurac.blogspot.fr. Merci et bonne campagne. Merci à vous, au revoir.